Si je peux dire un truc, les comics, ils ont quand même vachement ridiculisé le personnage de Dracula. Et, ben, tu sais, c'est quand même censé être le vampire le plus puissant de l'histoire. Ouais, enfin, c'est pas forcément le cas. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Dracula? On pouvait difficilement faire le tour des vampires sans parler du plus emblématique d'entre eux. Dracula, c'est un peu devenu le boss final des suceurs de sang. À chaque fois qu'une œuvre parle de vampires, quelle qu'elle soit, il y a toujours un moment où il est soit cité, soit un antagoniste, soit le personnage principal. Je me présente, Comte Dracula. Mais Dracula, est-ce que c'est vraiment le plus puissant des vampires? Je dis ça parce que, comme on a pu le constater la dernière fois, la grande force de Dracula, c'est de se faire botter les fesses. Alors on va retourner à la source, à savoir le roman épistolaire de Bram Stoker. Abraham Stoker, parce que oui, Bram c'est un surnom, n'était pas spécialement destiné à être un écrivain à la base. Né en 1847 à Dublin, il est le troisième fils d'une famille de 7 enfants. Et on peut dire qu'il commencera bien sa vie en se travaillant une maladie pendant une demi-douzaine d'années. Non, c'est vrai, j'ai été pas mal malade. Il continuera ainsi ses études en finissant par s'intéresser à l'art qui conditionnera sa vie durant des années, le théâtre. Alors, il écrira bien quelques histoires à l'époque, comme The Chain of Destiny ou Crystal Cup, mais clairement, le gros de sa carrière à ce moment-là, c'est d'être critique de théâtre. À la même période, il déménage à Londres avec sa nouvelle femme, Florence Balcombe, qu'il a piquée à Oscar Wilde. On en avait parlé dans le portrait de Dorian Gray. Il devint également l'ami d'Henry Irving, illustre acteur de théâtre de cette époque, depuis qu'il a fait une critique élogieuse sur son adaptation d'Hamlet, ce qui lui ouvre les portes du Lyceum Theatre, en devenant le directeur commercial de l'établissement durant 27 ans. Oui, Stoker est un pistonné. Et en plus de tout ça, il travaillera aussi pour Irving, lui permettant de faire le tour du monde durant les tournées de l'acteur. Bref, tout ça nous amène en 1890 où Bram Stoker va se mettre sérieusement à l'écriture, en signant The Snake Pass et 7 ans plus tard, son roman le plus célèbre, basé sur le prince de Valachie, Vlad III dit l'Empaleur. Selon vous, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Ouais, autant parler de l'éléphant dans la pièce avant qu'il ne brise toute la porcelaine. Bram Stoker ne s'est absolument pas inspiré de Vlad III. Vas-y, tu peux pas lâcher ça comme ça, il faut des preuves. Eh ben, on va donner des preuves. Ce qui a de bien avec Stoker et Dracula, c'est que le bougre a laissé derrière lui des pages entières de documentation qui l'ont aidé à écrire son roman. Et à aucun moment dans les centaines de pages, le nom de Vlad n'est cité. Et au passage, celui d'Elisabeth Bathory n'apparaît pas non plus. Oui, les inspirations de Stoker pour Dracula, elles sont nombreuses, mais elles viennent pas de l'Europe de l'Est. Mais ça vient d'où Dracula alors? Alors Dracula, ça veut dire le fils du dragon, et dans le cas de Vlad, ça signifie qu'il est le fils de Vlad II, qu'on surnommait Dracul, à savoir Vlad le dragon. De son côté, Stoker, il a lu le mot dans un bouquin et il a pensé que ça voulait dire démon en roumain. J'ai dit qu'il avait fait des recherches, j'ai pas dit qu'il s'était pas planté en beauté. Je sais pas de quoi vous parlez. Si vous continuez à divaguer de la sorte, je vais prendre congé de vous. Le fait est que Stoker ne connaissait pas tellement cette partie du monde, vu que dans la tournée mondiale dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est le seul coin où il n'a pas été. Mais du coup, pourquoi l'Europe de l'Est? Eh bien, c'est à cause d'une rencontre avec Armin van Bury, un écrivain hongrois spécialisé dans la culture turque, qui va lui raconter les sombres histoires de ses Carpates. Et pour le reste, les inspirations sont tout aussi diverses et très loin de celles que l'on pourrait imaginer. Déjà, le vampire dans la littérature, il ne date pas de 1897, mais bien d'un siècle plus tôt avec The Vampire de John William Polidori, qui a été l'une des inspirations du bonhomme. Ça aussi, on en a déjà parlé dans la vidéo sur Frankenstein. D'un autre côté, son roman sort 2 ans après les meurtres de Jack l'Éventreur, qui lui servira aussi d'inspiration pour l'ambiance pesante que crée cette menace inconnue. Mais ce n'est pas non plus la seule inspiration pour le conte, puisque l'homme qui ressemble le plus à Dracula, c'est son patron et ami, Henry Irving. Voilà, donc le gars c'est votre pote, et pour vous remercier, il vous dépeint comme un tueur sanguinaire dans son bouquin. C'est dans la fiction que je vais vous éviscérer. La moindre petite pustule, le moindre défaut de caractère, je le décrirai. Et enfin, le monstre qui est devenu le conte trouverait aussi ses origines chez l'Abartache, une créature celtique ancêtre des vampires. Et petit point bonus pour le château de Dracula qui serait inspiré du château de Slane en Écosse. Mais justement, puisqu'on en est au conte, autant un peu s'intéresser à lui. Dracula est un Zvekilis, un peuple hongrois qui vivait en Transylvanie durant le XVe siècle.
Alors, on dit Transylvanie, mais l'emplacement du château de Dracula peut être sujet à débat. En effet, Stoker a cette incroyable capacité à faire des faux raccords à l'écrit. Ça c'est fort, Michel. Je ne te le fais pas dire, Michel. Parce que plusieurs personnes dans le bouquin parlent bien de la Transylvanie comme emplacement du château, mais quand Jonathan Harker s'y rend, eh ben, il se trouve en Bucovine, qui est le pays voisin. Mais bon, on va dire qu'il n'est pas loin l'un de l'autre parce que le château se trouve à côté de Bistritz, qui est une ville à cheval sur les deux pays. Dracula est né au XVe siècle et, même si on se rapproche de l'année de naissance de Tépès, ben encore une fois on s'en éloigne, Vlad étant un Valak, alors que les Ékélis sont des descendants des Huns. Dracula se vantant même d'être celui du fléau des dieux en personne. Je veux l'or, tout l'or, silence c'est la guerre. Donc Dracula, dont on ignore le nom, parce qu'à ce moment-là il s'appelle pas encore Dracula, donc on va l'appeler Jean-Pierre. Jean-Pierre le Hun. Donc Jean-Pierre se rend à Sibiu pour apprendre les arts noirs à l'académie secrète de Scholomance. Oui, comme dans Warcraft. Je te demande pardon. Alors, l'académie de Scholomance, pour vous la décrire, c'est un peu le Poudlard roumain, avec le diable en guise de Dumbledore. Tu es un sorcier, Dracula. Pour rentrer dans cette académie, point de chouette venant vous apporter une lettre, ici il n'y a de la place que pour 9 ou 13 enfants choisis par la grande méthode du pifomètre, qui vont suivre les cours pendant 7 à 9 ans selon les mythes. Les cours comprendront la langue de tous les êtres vivants, la magie et monter sur des dragons. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun dragon dans Dracula. Donc je pense que le gars a dû sécher les cours. Après ces 7 ou 9 ans, l'un des élèves, encore choisi au bon vouloir du directeur de l'école, sera chargé de contrôler la météo sur le dos d'un dragon, qui s'appelle Smeu, et qui serait un Balor. Ouais, alors les dragons, on va peut-être garder ça pour le prochain cycle. Ok, vendu. Donc Jean-Pierre va sortir de l'école avec un diplôme en poche, des connaissances en magie, et par la même occasion, il avait pris l'option alchimie. Tu en fais des saloperies. Ce qui nous amène à la suite de sa carrière, puisque de magicien il devient militaire, histoire d'aller botter les fesses aux Turcs. Et d'ailleurs, il aura tellement bien botté les fesses que les Turcs lui ont donné le surnom de Dracula. Mais pourquoi est-ce que les Turcs ont donné un nom roumain à leur bourreau, et pas un nom turc? Genre, je sais pas moi, Iblis, ou pourquoi pas Djinn? Ça aurait été plus logique, non? On va dire que c'est un faux raccord Michel. Ok Michel. Malheureusement, toute menace qu'il est, il finira par trépasser, sans doute des mains d'un Turc qui est devenu un héros depuis. Sauf qu'utilisant ses enseignements magiques, le désormais nommé Dracula va se jeter un sort pour revenir à la vie. Enfin, à la non-mort, sous la forme d'un vampire. Et encore une fois, vu tous les inconvénients qu'amène le vampire, est-ce que c'est vraiment la meilleure forme sous laquelle revenir? Je pose la question. Il va donc ainsi passer sa non-vie durant quelques siècles, dressant des portraits de lui à travers les âges, et faisant croire à chaque fois que ce sont ses ancêtres. Voilà, il y avait déjà mon père, mon grand-père, manquait plus que moi. Il va aussi en profiter pour changer de look, histoire qu'on ne le crame pas trop, notamment en se faisant pousser la moustache. Wow, moustache. Oui, le comte Dracula a une moustache. Quand j'ai appris ça, j'étais aussi choqué que vous maintenant. C'est également durant ces siècles qu'il se mariera à 3 reprises. Alors je mets « mariera » entre guillemets parce que rien n'indique dans le bouquin que ce serait le cas. C'est par la suite qu'on les a appelées les épouses de Dracula. Mais si on retourne fouiller dans les notes de notre cher Bram, l'arbre généalogique vampire risque d'être un peu différent. L'une d'entre elles pourrait en effet être son épouse, la comtesse d'Ollingen de Gratz, qui trouva la mort 2 fois à la fin du XVIIIe siècle, et la grâce du vampire quelques années plus tard. Alors, la relation entre les deux, elle n'a pas été facile. Déjà par le fait que d'Ollingen, elle était mariée à un comte, mais malheureuse, donc elle s'est suicidée en se jetant du haut d'une tour. Son amant de l'époque déposa alors une rose sur sa tombe, et son veuf de mari découvrant la fleur, l'écrasa dans sa main, ce qui le blessa, et le sang coulant sur la tombe transforma d'Ollingen en vampire. Ce qui fait une méthode aléatoire de transformation en plus. Mais toute cette histoire ne faisant pas reculer notre comte aux dents longues, il se rend en Irlande pour aller déclarer sa flamme. Et trouver la comtesse avec un couteau dans le cœur. Donc une fois le couteau retiré, la comtesse revient à la mort et on apprend la terrible vérité. Celui qui l'a planté, c'est son bien-aimé. On est sur une bonne preuve d'amour. En tout cas, c'est ce que pense la comtesse puisqu'elle voit dans ce cœur transpercé un moyen d'expier sa malédiction. Spoiler, ça n'a pas marché. Oh merde. Oh c'est con ça. Parce qu'en devenant un vampire, elle a tué son mari, puis voulant rejoindre son amant, il a préféré tuer l'abomination qu'elle était devenue. Mais Dracula, devant cette obstination, décida de faire ce que toute personne éprise d'une autre devrait faire. Tester la véracité du syndrome de Stockholm. Je sais pas lequel des trois est le pire,
Mais la comtesse, elle a tiré le gros lot à chaque fois. Alors je vais passer très vite sur toutes les péripéties de cette comédie romantique macabre qui fait intervenir Bram Stoker lui-même dans l'histoire, mais toujours est-il qu'à un moment donné, les deux amants vont se mettre ensemble, suite à un bon gros chantage. En gros, la comtesse, qui avait entre-temps pris l'identité d'Helen Crone, s'était liée d'amitié avec des humains. Eh bien Dracula lui a promis de ne pas tuer les 10 humains en échange de son amour. On n'est pas sorti du sable. Pour ce qui est des deux autres épouses, elles ne sont pas nommées mais sont référencées comme des sœurs et toujours d'après les notes, le but premier était d'en faire en réalité les filles du comte. Par contre, aucune information quant à savoir si ce sont ces vraies filles qui ont été vampirisées, des vampires ou juste des filles adoptives. Mais voilà, Dracula, c'est un daron. Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Vous croyez que je suis fier de vous? Et c'est donc à 4 vampires que la famille Dracula va passer les siècles, engendrant des fortunes, jusqu'en 1893. Bon, Dracula, c'est fait, on va maintenant passer à ses antagonistes. Ouais, enfin, techniquement, c'est lui l'antagoniste. Oui, alors, soit on est en plein trope du héros meurtrier, soit le méchant est pas celui qu'on croit. Mais on va y revenir. Les adversaires de Dracula, ils sont au nombre de 7, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont à peu près par paire. Dans un premier temps, nous avons le couple Harker, Jonathan et Mina. Jonathan, c'est un notaire fraîchement diplômé qui est envoyé en Transylvanie pour s'occuper de transactions immobilières chez un certain comte Jean-Michel Le Hun. Non, il a gardé le nom de Dracula. Je rappelle que Dracula, ça veut dire fils du dragon, mais d'après Stoker, ça voulait surtout dire démon. Donc c'est comme s'il s'appelait le comte Le Mal. Pas super discret comme nom. Ce qui explique pourquoi personne ne veut l'amener au château et que tous font un joyeux signe pour contrer le mauvais sort. La marque noire. Mais peu importe, Jonathan va contre vents et marées se rendre au château où il va être accueilli par le comte et sa joyeuse moustache. Oui, ce détail m'a choqué. Et ce qu'on peut dire, c'est que le comte est un bon hôte, aux petits soins pour son invité, si on nommait qu'il ne le laisse pas sortir et lui donne seulement accès à sa chambre et la bibliothèque, et qu'il surveille le courrier qu'il envoie. Mais sinon, c'est un bon hôte. Malgré tout, Jonathan ne va pas se laisser abattre par cette séquestration et va nous montrer l'étendue de ses capacités. En effet, il est à la fois notaire, mais également enquêteur, puisqu'il va se promener dans le château, à la recherche d'indices et d'une façon de s'en sortir. Bon, la façon de s'en sortir va être l'escalade, et autant on peut lui trouver certaines capacités, autant sur ce point, il va se casser la gueule en voulant fuir. Triste fin pour ce notaire. Non, par un miracle scénaristique non expliqué, il va survivre à une chute d'au moins 2 étages sans trop d'égratignures, si ce n'est le choc d'avoir passé quelques semaines avec des vampires. Ce qui nous amène à sa femme, Mina Harker, née Murray. M'attendrait-on ? Mina, de son côté, c'est une jeune maîtresse d'école, enseignant principalement le décorum, ainsi qu'une adepte de la sténographie. Et si le témoignage de la terrible créature est arrivé jusqu'à nous, c'est grâce à sa retranscription des différents documents récupérés par son mari. C'est techniquement elle qui a écrit le bouquin. Mais le point le plus intéressant, c'est sa passion toute singulière. En effet, Mina connaît les horaires de train. De genre, partout. Elle les étudie. Pour continuer sur la liste, on va maintenant s'attarder sur le personnage pour lequel on a sans doute le moins d'informations. Lucy Westenra, une jeune fille de 19 ans, amie de Mina, dont le plus grand au fait sera d'avoir 3 prétendants. Mais elle s'en sortira mieux que la comtesse d'Ollingen parce que, pour le coup, les 3 sont adorables. Même les 2 qui vont se manger un râteau, ils vont rester aux petits soins pour elle jusqu'à sa mort. Oui, parce qu'elle va mourir. Spoil. Enfin, elle va mourir et pas mourir puisque le vampire va goûter de son sang en perforant sa chair lors d'une crise de somnambulisme et la transformer en un personnage appelé la Dame en sang qui enlève les enfants. Ce qui est potentiellement un petit clin d'œil aux anciens mythes des vampires dont on a déjà parlé dans la première vidéo du cycle. Son futur époux, qui n'aura même pas le temps de consommer le futur mariage, n'est autre qu'Arthur Holmwood, le fils de Lord Godalming, avant d'obtenir ce titre à la mort de son paternel. Le mec, dans la même semaine, il perd son père et sa fiancée. Et ce n'est pas tout parce que le patron de Jonathan va également mourir dans ce même laps de temps, sans que Dracula ne soit lié à aucune de ces 2 morts. Pour en revenir à Arthur, son statut de lord est à peu près son seul atout qui nous est présenté. En gros, les 2 valeurs du personnage sont son courage et le super pouvoir de Batman. Je suis riche. Arthur possède 2 meilleurs amis qui se trouvent être les 2 autres prétendants. Dans un premier temps, Quincy Morris, américain de son état, qui se définit comme étant un type dur. Le genre d'homme qui a vécu comme aucun autre homme n'aurait dû vivre. C'est un excellent chasseur, ce qui n'est pas rien quand il faut chasser la chauve-souris démoniaque,
Et surtout, il est l'un des rares personnages du roman à connaître ces créatures de la nuit. Enfin, il connaît les chauves-souris. Est-ce que ces rongeurs étaient des vampires? Ça, on n'en sait rien. La seule chose qu'il reste, c'est son témoignage racontant qu'il a dû tuer son cheval après que des chauves-souris vampires l'aient vidé de son sang. Tu veux dire qu'il a littéralement croisé un cheval vampire? Tout porte à le croire, mais après ses connaissances semblent être assez limitées, vu qu'il ne reconnaît pas tout de suite la maladie dont est victime Lucie. Ou alors, faut encore faire appel à Michel. Je suis toujours sur le coup, Michel. Merci, Michel. Ce qui va nous amener aux deux derniers membres du Scooby Gang version Stalker, les docteurs, en commençant par John Stewart, qui parfois est orthographié Stewart, Michel. Bien vu, Michel. J'avais dit que j'étais toujours sur le coup. Le docteur Stewart, troisième prétendant et second râteau de Lucie, dirige un asile qui, de manière assez fortuite, se trouve juste à côté de la future maison du comte. C'est quand même pratique, les coïncidences géographiques. Comment votre monde scientifique explique-t-il cela? Pouvez-vous expliquer cela? Y a-t-il une explication à cela? Alors, il n'a qu'une faible connaissance des vampires et, à vrai dire, le point le plus important de son histoire réside dans l'un de ses patients, Renfield, qui attire les mouches. Je veux dire, littéralement, il capture des mouches. Mais pourquoi faire? Pour nourrir les araignées. Mais pourquoi faire? Pour nourrir les oiseaux. Mais pourquoi faire? Pour nourrir les chats. Et on va s'arrêter là parce qu'il n'a jamais eu de chat, donc il s'est nourri tout seul des oiseaux. D'après les observations de Stewart, si Renfield opère ce cycle, c'est à cause de cette particularité fort singulière que le patient aime manger ce qui est vivant, par opposition à l'écrasante majorité qui, eux, mangent des cailloux. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il aime les manger quand ils sont toujours vivants. À part ça, Renfield aura surtout fonction de faire rentrer le comte dans l'asile. C'est un détail que j'ai pas donné dans la première vidéo sur les vampires, mais ils ne peuvent pas rentrer dans une maison où ils n'ont pas été invités. Alors que, techniquement, personne ne l'a jamais invité à rentrer dans ses propriétés londoniennes. Ça, c'est con. Et enfin, le mentor du Dr. Seward, l'ennemi ultime de Dracula, le seul homme qui semble un tant soit peu être au courant de ce qui se passe dans cette histoire, le docteur Abraham Van Helsing. Van Helsing nous vient des Pays-Bas et possède le grade d'hyperdocteur. Comme quoi, ça existe. Il est donc docteur en médecine, docteur en philosophie et docteur en lettres. Alors, dans bon nombre d'adaptations du personnage, on en fait un expert des vampires, alors qu'en vrai, pas tellement. S'il débarque dans l'histoire, c'est avant tout pour ses qualités de médecin, pour s'occuper de Lucie. Et il mettra des semaines avant de faire le lien entre sa maladie, les deux petites marques qu'elle a dans le cou et l'abomination allergique à l'ail. Par contre, une fois qu'il a fait le lien, il sait tout sur les vampires, à croire qu'il gardait ses connaissances dans un coin de sa tête, des fois que ça pourrait être utile, en cas de besoin. Maintenant qu'on a le vilain et la troupe qui veut lui ôter sa non-vie, il est temps de s'attarder sur la traque du comte, histoire de lui raser sa moustache. Et vous là, le merdier que vous avez là-dessous, là, tout ce machin là, ça vous me le foutez en l'air, je veux plus le voir. Non, je suis désolé, je m'en remettrai pas. Tu devrais pas parler de ce qu'a fait le comte avant. Alors, je pourrais, si le type passait pas le plus clair de son temps, à roupiller. Sérieusement, entre son départ de Transylvanie et le début de sa traque, il apparaît 3 fois. Sous la forme d'un loup lors de son arrivée en Angleterre, après avoir massacré l'entièreté de l'équipage, histoire que ça ne fasse pas suspect du tout, une seconde fois pour mordre Lucie et la transformer en vampire, et une troisième où il se promène tranquillement dans la rue. À un moment donné, on va pas se mentir, j'ai rarement vu un antagoniste aussi passif. Donc, après la mort de Lucie, le gang Van Helsing va partir à la poursuite de Dracula en menant une âpre enquête pour retracer son voyage depuis son arrivée sur le sol anglais. Une enquête qui va les mener à la maison voisine de l'asile psychiatrique. Cette même maison pour laquelle Harker était parti faire signer les papiers. C'est un bon enquêteur, mais il est nul pour relier les indices. Oh, quel soulagement. Me voilà tout à fait rassuré maintenant. Pas de souci à se faire. Venez. Cependant, l'enquête nous permet également de découvrir que le comte possède d'autres demeures, curieusement aux endroits que Harker avait déjà remarqués sur une carte dans la demeure de Dracula. Définitivement, il est pas très vif. Donc la première étape pour se débarrasser du vampire, ce sera de mettre de l'hostie dans chacune de ses caisses de terre, histoire de les profaner. Oui, c'est un autre truc de vampire, ils ne peuvent dormir que sur leur terre natale. Au cas où vous douteriez encore que vampire, c'est la pire vie éternelle. Donc ils se baladent avec des caisses de terre. Ce qui veut dire que pour empêcher un vampire de dormir, il suffit de mettre les caisses de terre dans une maison où on l'a pas invité à rentrer. Alors, c'est faire compliqué alors qu'on peut faire beaucoup plus simple, mais techniquement ça marche.
Après avoir profané les caisses de la première maison voisine à l'asile, la troupe va se rendre compte que le comte a réussi à rentrer à l'asile grâce à Renfield et qu'il a mordu Mina puisque l'endroit était le point de chute de la fine équipe. Je trouve assez aberrant que pour des chasseurs de vampires, ils se soient pas dit un seul instant qu'il fallait sécuriser un minimum leur planque. Je sais pas moi, en mettant de l'ail partout, ou des crucifix, ou des poignées de porte en argent. Pourquoi? Oh, les poignées de porte, il y a toujours un risque qu'elles se fracassent en milliers d'éclats minuscules et un éclat dans l'œil, et c'est vite arrivé. Donc maintenant, il faut redoubler d'efforts pour tuer le vampire avant que la transformation de Mina ne soit complète. Ils vont donc saccager les 2 autres demeures avant de s'attarder sur la plus importante d'entre elles, où ils décident même d'attendre le comte pour lui trancher la gorge. Alors, le comte va arriver dans la nuit, va s'en suivre une bagarre de courte durée parce que Dracula va se barrer sans demander son reste. Mesdames et messieurs, le plus grand fléau de l'humanité. C'est quand même dingue que de toutes les versions qui existent, celle qui est la plus proche, c'est sans doute celle de Mel Brooks. Oh, je suis confus, excusez-moi. Donc, après cette fuite, la troupe se rend compte qu'il reste encore une caisse quelque part dans Londres, laissant la menace Dracula planer sur la ville. Sauf que le comte ne cesse de nous surprendre par sa couardise, et il a mis la caisse sur un bateau, direction la maison. Voilà, il a fallu que 6 clampins pour le mettre en déroute. C'est presque déceptif comme fin. Ça tombe bien puisque c'est pas la fin. Le problème Mina n'étant pas résolu, il faut partir à sa poursuite. Cependant, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on le poursuit? Eh bien, pour ce faire, nous allons avoir un magnifique plot twist doublé d'un Deus Ex Machina. Vous vous souvenez de la morsure de Mina? Eh bien, maintenant, elle peut voir à travers ses yeux. Bon, seulement à l'aube et au crépuscule, mais au bout d'un moment, Dracula, c'est quand même un gros nul. Le type séquestre Jonathan qui réussit à s'enfuir. Il prévoit d'envahir l'Angleterre mais ne réussit à faire que 2 pauvres victimes. Oui, il a buté un mec random en arrivant. Enfin, on a trouvé un mec random mort après son arrivée et on en a déduit que c'était lui. Mais en vrai, il n'y a aucune preuve. Et pour finir, il permet à ses poursuivants d'avoir une connexion avec lui. Tu les as menés directement jusqu'à moi, espèce de crétin des Alpes. Avec tout ça, ils apprennent que le comte est monté dans un bateau en direction de Varna dans une traversée qui prendra des semaines. Alors que le trajet est beaucoup plus court en train, vu que Van Helsing et sa bande ne mettent que quelques jours à arriver. Sauf qu'une fois sur place, nouveau retournement de situation. Parce qu'en vrai, le comte, il est pas si con que ça. Tu nous aurais donc menti. Alors non, il est toujours aussi nul, mais la morsure avait un autre but. Car si Mina peut rentrer en contact avec Dracula, Dracula peut rentrer en contact avec Mina. Donc en réalité, tout ceci était une diversion, et une fois qu'il fut bien sûr que tout le petit monde était à Varna, il a coupé la connexion avec Mina et s'est arrangé pour que le bateau parte en direction de Galatz, à la place. Et il a convaincu le capitaine comment? Il a jamais convaincu le capitaine. Il a fait toute la traversée dans sa caisse en envoyant des signes météorologiques et en ayant bien de la chance que le capitaine les comprenne et décide de ne pas faire une escale à Varna. Quand ton plan repose sur du bol, c'est jamais bon signe. Et d'ailleurs, pour en revenir au point nul, la connexion, elle s'est coupée que dans son sens. Mina a toujours accès à ses visions. Et grâce au talent de Mina pour les horaires de train, ils partent tous pour Galatz mais arrivent trop tard pour intercepter la caisse. Cette dernière est actuellement sur une barque conduite par des bohémiens pendant que le vampire fait toujours la sieste. Donc 3 groupes se forment. Jonathan et Seward vont remonter le fleuve avec une vedette, Quincy et Arthur vont suivre la route à cheval, et Van Helsing, accompagné de Mina, vont foutre le casin dans le château du comte. Ce qu'ils vont faire sans aucune forme de résistance, en tuant au passage la femme et les 2 filles. Ce qui fait que les héros ont littéralement tué plus de monde que les vampires. Vous êtes extrêmement malin, Van Helsing. Pour la fin de l'histoire, les bohémiens vont continuer les derniers kilomètres avec une carriole, ils vont être pris en tenaille par toute la bande, ça va faire bagarre durant laquelle Quincy va se manger un coup de poignard et mourir, ce qui veut dire que la seule victime du groupe, c'est même pas de la main d'un vampire, tandis que Jonathan va trancher la gorge de Dracula dans son sommeil. Non, pas de grande bataille finale, juste les vampires meurent en dormant. Ouais, bah c'est pas moins déceptif comme fin. Ben tu sais Michel, je pense que c'est... un des mystères de Dame Nature. C'est pas la bonne ref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.